Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire ce mardi, le 13 mars 2013, le cardinal Bergoglio devenait le pape François. Dans cette édition, nous vous proposons un bilan des actes qui ont marqué ces 4 années de pontificat. Nous reviendrons aussi sur un autre anniversaire, celui des 60 ans de la mission ouvrière. Son délégué national, le père Durand, nous dira les nouvelles orientations du mouvement aujourd'hui. Et puis, comment parler du péché en 2017 ? Élément de réponse dans ce journal avec des représentants catholiques, protestants et orthodoxes. Ils réfléchissent pendant 2 jours à la question. Un colloque est organisé à Paris. Et puis, l'une des actualités fortes de la journée, un couloir humanitaire entre la France et le Liban, entre la France et le Liban pour les réfugiés, a été mis en place ce matin avec la signature d'un protocole à l'Élysée. Une opération œcuménique d'envergure née en Italie en 2015 avec la communauté Sant'Egidio. On en parle avec le chargé des relations internationales de la communauté Sant'Egidio en France, Vincent Picard. Et c'est avec ce projet inédit en France que nous débutons cette édition à 10h30 ce matin en présence du président François Hollande, le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux et Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, ont signé un protocole d'accord avec les représentants de la communauté Sant'Egidio, de l'Église catholique de France, du Secours catholique, de la Fédération protestante de France et la Fédération de l'entraide protestante de France. Un projet œcuménique pour accueillir et intégrer dans les 18 mois 500 Syriens aujourd'hui réfugiés au Liban. Cette collaboration entre catholiques, protestants et l'État existe déjà en Italie depuis 2015. Une initiative de la communauté Sant'Egidio pour lutter contre les voyages de la mort en Méditerranée. Il a déjà bénéficié à 700 migrants. Andrea Riccardi, fondateur de la communauté Sant'Egidio, explique pourquoi il est nécessaire de poursuivre en France et en Europe ce projet humanitaire de haut niveau. Le projet, c'est une réponse au mur. C'est au-delà des murs, des couloirs. Ça signifie la réalisation de ponts pour l'Europe afin que l'Europe ne soit pas une Europe isolée. Une Europe bloquée, une Europe qui bâtit des murs. L'Europe a une responsabilité d'accueil. La Conférence des évêques de France et la Fédération protestante de France sont mobilisées depuis longtemps sur la question de l'accueil des migrants. Il était donc naturel qu'elles s'associent au projet. Le point important, c'est de souligner que nous sommes tous concernés par la solidarité, ce devoir d'accueil des personnes les plus menacées et les plus vulnérables. Voilà, cela, j'allais dire, dépasse l'appartenance à une religion, à une confession spécifique. Les catholiques et protestants ont répondu présent. Donc c'est une initiative écuménique, citoyenne, et qui a une dimension non pas seulement française, nationale, mais aussi une dimension européenne, puisque les choses ont commencé en Italie et qu'elles vont se poursuivre dans d'autres pays. Et c'est le Secours catholique et la Fédération de l'entraide protestante qui vont mettre à disposition leur savoir-faire pour accueillir les réfugiés. Les paroisses pourront être sollicitées, comme l'explique également Véronique Fayette, présidente du Secours catholique. On va créer alors dans les régions des petits comités de pilotage, j'imagine, avec la fédération et les associations de l'entraide protestante, le secours catholique, les églises, les communautés paroissiales, voilà, en lien avec les préfectures. Donc je pense qu'on va faire du sur-mesure au micro-local parce que c'est ça qui marche le mieux. Je pense qu'un certain nombre de communautés paroissiales qui étaient prêtes à accueillir au moment où le pape a lancé son appel à chaque paroisse d'accueillir une famille de réfugiés. Donc un certain nombre de paroisses se sont préparées, se sont mises en ordre de marche et puis n'ont pas vu les familles arriver. Donc voilà, peut-être que ça va être l'occasion pour elles de pouvoir mettre à disposition les logements et tous les équipements qu'ils avaient prévus. Notre mission étant de créer autour d'eux de l'amitié, de la solidarité, favoriser l'intégration des enfants à l'école, favoriser l'apprentissage du français, etc. Et tout ça, mais on sait faire et nos équipes de bénévoles du Secours catholique savent très bien faire. Il ne peut y avoir de solution militaire à la situation en Syrie. Ce sont les mots de Monseigneur Jurkovic, le représentant du Saint-Siège aux Nations Unies à Genève. Il s'est exprimé aujourd'hui lors de la 34e session du Conseil des droits de l'homme. Il a déploré, je cite, la faillite de la communauté internationale face à un conflit qui dure depuis 6 ans. Il a aussi demandé que les minorités religieuses et ethniques ne soient pas les pions d'un compromis géopolitique, mais qu'ils participent aux négociations. La seule façon
façon pour Monseigneur Jurković de construire un avenir pacifique. Je vous rappelle que la guerre en Syrie a provoqué l'exode de 5 millions de personnes. Près de 14 millions d'autres sont dans le besoin, dont la moitié d'enfants. Hier, pour la première fois de l'histoire, un office anglican a été célébré à la basilique Saint-Pierre de Rome. Une cérémonie dans le sillage de la visite du pape François il y a 15 jours à la paroisse anglicane de Rome pour les 200 ans de la fondation de l'église All Saints. Il y a 5 mois, le Saint-Père avait aussi célébré les vêpres à la basilique San Gregorio al Celio à Rome avec Justin Welby, l'archevêque anglican de Canterbury. Hier, dans son homélie, Monseigneur Arthur Roche, le secrétaire de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, a présenté la figure de Saint Grégoire le Grand, élu pape en 590. Il a rappelé sa passion pour l'évangélisation comme un modèle pour l'unité des chrétiens. Une célébration œcuménique célébrée le jour des 4 ans de pontificat du pape François, le 13 mars 2013. Les cardinaux réunis en conclave au Vatican l'ont élu comme successeur de Pierre. Le pape n'a pas tardé à imposer son style et définir ses priorités. Retour sur 4 ans de faits marquants avec notre journaliste Claire Bressac. Depuis 1460 jours, le pape François persiste et signe. Ce pape que personne n'attendait, le 13 mars 2013, a d'ores et déjà posé son empreinte dans l'histoire de l'Église. Lors de son premier discours, le pape fixait comme priorité de son pontificat la lutte contre les pauvretés matérielles et spirituelles. Envers et contre tous, le pape décide de réformer la curie et annonce la création du C9 le 13 avril 2013. Particulièrement préoccupé par la question des migrants, le pape François choisit d'aller à Lampedusa pour son premier voyage officiel hors de Rome, le 8 juillet 2013, où il dénoncera la globalisation de l'indifférence. En novembre 2013, François signe sa première exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, et montre sa volonté de réformer l'Église. Ce texte fort préconise une Église plus proche de l'Évangile et plus collégiale. Le pape convoque en octobre 2014 puis en octobre 2015 2 synodes des évêques sur le thème de la famille. Après des débats houleux, il publie en avril 2016 l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. En mars 2015, à l'occasion du 2e anniversaire de son pontificat, François annonce la convocation d'une année sainte de la miséricorde. L'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune marque les esprits. Dans ce texte fort publié en juin 2015, le souverain pontife exhorte au courage politique et au changement de style de vie devant l'urgence du défi environnemental. À Cracovie, en juillet 2016, le pape lance un appel fort à tous les jeunes à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse et les encourage à s'engager à la suite du Christ et à ne pas végéter sur un divan. Depuis 1460 jours, le pape François a montré sa volonté de faire changer les mentalités, mais une seule question demeure. Jusqu'où ira le pape François ? Le pape François qui se rendra en Colombie du 6 au 11 septembre. L'annonce officielle a été faite vendredi et le logo du voyage apostolique a été présenté. Le Saint-Père visitera les villes de Bogota, Villavicencio, Medellín et Carthagène. En Australie, dans l'État du Queensland, la mobilisation des mouvements pro-vie a permis de stopper 2 projets de loi pour élargir le recours à l'IVG. Le premier voulait supprimer le crime d'avortement dans le code pénal et interdire l'approche de militants pro-vie à moins de 50 mètres d'une clinique pratiquant l'IVG. Le second voulait imposer aux médecins les pratiques des IVG dites d'urgence sans tenir compte de leurs convictions morales. Une atteinte au droit de l'objection de conscience pour les pro-vie que l'on voit ici défiler dans la ville de Brisbane. C'était il y a 1 mois à l'appel de l'association Cherry Life. Des eurodéputés parlementaires européens posent sur les réseaux sociaux avec des chaussettes dépareillées pour soutenir la différence. L'opération Socks Battle, ou Bataille de chaussettes, est une campagne européenne lancée par la Fondation Jérôme Lejeune et le World Youth Alliance pour sensibiliser le public avant la journée mondiale de la trisomie 21. Elle aura lieu le 21 mars.
Des prêtres et des chefs d'entreprise français actuellement en pèlerinage à Rome pour les 20 ans de Chemin d'Humanité. L'association propose une formation économique pour les ministres ordonnés. Elle a été créée en 1996 par des cadres et des chefs d'entreprise. À ce jour, près de 300 prêtres ont été formés pour mieux comprendre le monde des affaires ou apprendre à gérer des projets. Pour fêter 20 ans d'existence, une centaine de prêtres et de laïcs sont actuellement à Rome. On voit ici un groupe filmé ce matin lors d'une visite pour comprendre l'histoire de l'économie romaine. Nous avons joint Éric Coine, président de Chemin d'Humanité. On a créé des petits groupes entre des prêtres et des laïcs qui cheminaient ensemble dans Rome et autour de mêmes questions se croisaient les regards. La première des choses vis-à-vis des prêtres, c'est de leur montrer que l'humanité au travail est une humanité belle, une humanité enthousiasmante qui a des forces et des faiblesses. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle vraiment Chemin d'Humanité, c'est parce que on n'a pas de théorie toute faite sur l'économie, on ne plaque pas du tout ce qu'on peut trouver en entreprise dans le monde de l'Église. On est vraiment à croiser les regards pour essayer de mieux comprendre ce que le Monseigneur Brunin, qui est le président de notre conseil d'orientation, dit, apprendre à habiter sereinement la complexité du monde. Ce monde est complexe, il est complexe pour nos prêtres, et comment en fait faire en sorte qu'eux puissent sereinement être dans ce monde et comprendre les paroissiens, les chrétiens et ceux vers qui ils veulent faire connaître Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons aussi les 60 ans de la mission ouvrière. Elle a été créée le 14 mars 1957 par l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France. Son but, évangéliser le monde ouvrier, avec l'Action catholique ouvrière pour les adultes, l'AJOC pour les jeunes et l'ACE pour les enfants. Cette année, des manifestations auront lieu partout en France pour faire découvrir la mission ouvrière, qui a de nouvelles orientations depuis 2 ans. Précision avec le père Xavier Durand, délégué national à la mission en monde ouvrier. La mission ouvrière, elle est chargée, ce sont un peu des militants, on pourrait dire, des gens engagés déjà dans des mouvements et qui se préoccupent d'inviter autour d'eux des gens qu'ils connaissent et de les appeler à venir les rejoindre pour parler avec eux et surtout ouvrir avec eux des espaces de parole pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils puissent éventuellement participer à des actions, s'il le faut, puisque l'action catholique, ça a toujours été dirigé vers la révision de vie, c'est-à-dire le voir, juger, agir. Actuellement, donc, le chantier de la mission ouvrière en France, c'est donc une enquête, à partir d'une enquête que nous avons réalisée à partir de nos membres sur le travail, de replacer au cœur de la réflexion de l'Église la valeur du travail. Voilà. Alors, je crois que le pape y a insisté dans Laudato Si en particulier, et nous avons l'impression qu'il faut remettre cette question, qui est en débat d'ailleurs dans la vie politique aujourd'hui, au cœur donc de notre actualité. Comment parler du péché en 2017 ? C'est la question que se posent de hauts représentants catholiques, protestants et orthodoxes. Depuis ce matin et pour 2 jours, un colloque œcuménique est organisé dans les murs de l'Institut catholique de Paris. Si le péché ne semble plus avoir de sens pour nos contemporains, l'allusion est pourtant fréquente dans les titres de films ou encore dans les publicités. Alors des théologiens et des pasteurs chrétiens ont décidé de se poser cette question. Comment parler du péché en 2017 ? On écoute des éléments de réponse. Donc aujourd'hui, parler du péché, c'est parce que c'est un mot qui est revêtu un sens péjoratif, qui n'entre pas dans le langage courant. Et il est tellement difficile pour les gens de reconnaître leur péché, justement. Donc, en nous rassemblant aujourd'hui de parler entre les différentes confessions, justement, on reconnaît tout d'abord ce péché de destruction de l'unité et on se met ensemble pour réfléchir comment est-ce que chacune de ces communautés vit justement cette séparation et cet éloignement de Dieu, ce qui va nous permettre de mieux le surmonter. Nous parlons aussi du péché parce que entre les différentes églises, nous utilisons ce langage un peu codé parfois. Le péché, on pense savoir ce que cela veut dire, mais nous avons des tonalités, des styles différents autour de cela, autour de ce mot aussi du salut. Mais nous ne pouvons pas parler du salut, de pardon, de la grâce si nous n'arrivons pas à parler du péché. Je pense que nous vivons dans un contexte où malheureusement il y a beaucoup de divisions, de conflits, de guerres. Et que le fait que les chrétiens soient capables de mener un dialogue qui
renforce l'unité de l'Église du Christ. C'est un signe important pour le monde que Dieu est toujours présent. Monseigneur Jacques Fillet, évêque du diocèse de Coutances de 1989 à 2006, est décédé dimanche à l'âge de 86 ans. Il a longtemps été incardiné dans le diocèse de Nantes avant d'être nommé évêque aux armées. Ses obsèques seront célébrées jeudi à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame de Coutances. Monseigneur Laurent Le Boulc, évêque de Coutances et Avranches, présidera la célébration. Hier, les foyers de charité ont lancé un nouveau site internet sur Marthe Robin, cette grande figure du XXe siècle. Un bon moyen pour tout connaître de sa vie, de son message ou encore de son héritage. Vous pourrez aussi tout savoir sur sa cause de béatification qui est en cours. Et on poursuit notre magazine avec la Chronique du Monde. Cette semaine, Jasmin Lemieux-Lefebvre nous parle de la lettre du président de la Conférence épiscopale canadienne, Monseigneur Crosby, envoyée au Premier ministre du pays, Justin Trudeau. Bonjour de Québec, où on attend toujours le printemps, record de froid ici et tempête de neige cette semaine. Donc, une autre tempête que je voulais aborder avec vous, celle de l'avortement. Vous savez, le gouvernement américain a annoncé qu'il y aurait des coupures majeures dans l'aide internationale touchant la question de l'avortement. Et suite à cette décision, des pays européens ont lancé l'initiative She Decides, Elle décide, pour colmater les brèches de ce manque de financement. Un appel qui a été lancé aux nations à travers le monde. Et le Canada y a répondu, dans un premier temps, 20 millions de dollars. Et le 8 mars dernier, Journée mondiale des femmes, c'est 650 millions de dollars sur 3 ans pour la santé reproductive des femmes, incluant l'avortement. Alors, très peu de réactions négatives à cette nouvelle au Canada. Des groupes pro-vie, bien sûr, l'opposition en des termes très, très ténus. Les évêques catholiques du Canada ont émis un communiqué bien senti, heureusement. Alors, Monseigneur Douglas Crosby, qui a dénoncé cette mesure. Le cardinal Collins, également, l'archevêque de Toronto, qui a repris les propos du pape François en parlant de colonisation idéologique. On sait que ce programme aiderait aussi des groupes lobbyistes pour faire changer les lois dans les pays où l'avortement est interdit ou avec des restrictions majeures dans des pays en voie de développement. Donc, est-ce que des médias ont relayé ces prises de parole d'évêques au pays? Absolument pas. Aucune mention dans les médias canadiens. Donc, c'est dur de pouvoir plaider cette ouverture à la vie, mais nous allons poursuivre l'Église catholique au pays à tenter de mobiliser les gens pour bien comprendre qu'il y a d'autres solutions que ce financement de l'avortement à l'international. Merci. Merci Jasmin. Tout de suite, on retrouve notre invité. Nous vous en parlions au début de cette édition. Ce matin, un protocole d'accord pour la mise en place d'un couloir humanitaire entre le Liban et la France a été signé à l'Élysée. Un projet voulu par la communauté Sant'Egidio en 2015 est déjà mis en place en Italie. Pour mieux comprendre ce projet humanitaire de haute envergure, nous accueillons Vincent Picard, chargé des relations internationales Sant'Egidio France. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, quelles ont été les étapes pour aboutir à la signature du protocole d'accord de ce matin ? Bien, le protocole d'accord qui a été signé ce matin, en fait, c'est le deuxième protocole au niveau européen qui est signé. Le premier a été préparé par la communauté de Sant'Egidio en Italie à partir de la fin 2015. Et donc, ça a été la première étape vraiment, puisque pour la première fois, en 2016, grâce à ce protocole, on a pu organiser l'accueil dans un pays européen par voie aérienne et dans de bonnes conditions de sécurité de 700 réfugiés en provenance, réfugiés syriens et irakiens en provenance du Liban. Et donc ça, c'était la première étape. Et la seconde étape, ça a été en même temps la préparation ici en France de la signature d'un même protocole avec des contacts pris avec le gouvernement et avec les différents partenaires du projet. Alors on va revenir plus en détail dans ce qui attend les migrants, ce qui est proposé à ces réfugiés. Mais pourquoi la communauté Sant'Egidio a souhaité que ce projet soit
à la fois œcuménique et à la fois en lien avec les autorités du pays. Alors, la dimension œcuménique, c'est une dimension très belle. C'est faire les choses ensemble, c'est rassembler les forces. Et face à ce drame des morts en Méditerranée, puisque ça a été ça, vraiment l'élément déclencheur, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette honte de voir des milliers et des milliers de personnes mourir dans la mer Méditerranée? Et bien face à ce drame immense, il y a besoin vraiment de rassembler toutes les forces et toutes les énergies. Et puis alors pourquoi le besoin du gouvernement? Pourquoi besoin des autorités? Bien parce que faire venir des personnes, c'est une chose sérieuse. Il s'agit de les faire venir avec un statut, un visa, des droits de réfugiés très rapidement. Et donc on a besoin pour cela de s'entendre, d'organiser ce projet avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères pour ce qui est de la France. Et ce sont les deux ministères qui sont concernés et qui ont signé ce matin le protocole avec nous. Une question très concrète, qui est-ce qui finance ce projet? Alors, le projet lui-même est entièrement financé par les promoteurs du projet, qui sont donc la communauté de Sant'Egidio, la Fédération protestante de France et la Fédération de l'entraide protestante, et puis la Conférence des évêques de France et le Secours catholique Caritas France. Voilà les 5 promoteurs du projet. Et nous avons besoin en effet du concours de l'État qui s'est engagé à créer les conditions pour que la venue de ces personnes se fasse dans des conditions de sécurité. Tous les contrôles sont faits évidemment par les services consulaires de l'État, par l'OFPRA, et dans des conditions aussi de rapidité, parce que vous savez que souvent c'est très long pour avoir les documents. Quand on demande le droit d'asile en France, malheureusement, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes. Donc on a vraiment préparé avec le gouvernement les conditions d'un accueil qui soit rapide. Pas pour le plaisir que ce soit rapide, même si c'est très plaisant, mais vraiment parce que c'est une condition de la bonne intégration. Si une personne arrive et que pendant une année elle reste dans l'incertitude, eh bien elle ne s'intègre pas, elle ne peut pas se lancer vraiment dans le pays. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons leur proposer d'échapper à leur vulnérabilité et de s'intégrer rapidement. Justement, vous parlez de vulnérabilité. Les personnes réfugiées concernées sont dites des personnes vulnérables. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, les personnes qui viendront, 500 personnes dans le cadre de ce protocole, pour ce qui est du premier groupe dans les 18 mois qui viendront, eh bien, ces personnes seront choisies en fonction de leur vulnérabilité, c'est-à-dire pas en fonction de leurs appartenances culturelles, ethniques ou religieuses, mais en fonction de leur situation. Par exemple, on a beaucoup de familles avec des enfants en très bas âge, des personnes malades, souffrant, qui ont besoin de soins, aussi des personnes très âgées. Et pour toutes ces personnes, rester dans les camps, ou pire, monter sur un bateau, est synonyme de mort, et c'est ce que nous ne voulons pas. Donc nous allons choisir et faire venir en priorité ces personnes-là. En quoi cette mise en place d'un couloir humanitaire va au-delà d'une action d'urgence ? Parce que pour ces personnes, c'est l'avenir qu'il s'agit de réouvrir. C'est vraiment retrouver une espérance. C'est des personnes qui ont vécu des choses absolument horribles, terribles, la guerre, la violence, quelquefois des personnes qui sont touchées dans leur intégrité physique et morale. Et donc, on voit bien que on ne peut répondre à leurs demandes que par un accueil qui est complet et qui s'inscrit dans le temps de la vie, de la vraie vie pour eux. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement quand ils arrivent ? Ils seront, donc, outre les papiers, outre les documents d'identité, le statut de réfugié, ce qui leur est immédiatement proposé, évidemment, c'est un logement. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, les conditions de leur intégration. Apprentissage de la langue, que les enfants puissent aller à l'école, trouver un travail, devenir très rapidement autonome et pouvoir vivre. Avant la France, donc il y a eu l'Italie. Quels sont le premier bilan que vous pouvez faire ? Donc, en effet, le projet a été lancé à l'initiative de la communauté de Sant'Egidio en Italie. 700 personnes ont déjà été
accueillis en Italie et sur les 1000 qui sont prévus dans le cadre du premier protocole qui a été signé en Italie. Et donc, sur ces 700 personnes, eh bien, chaque famille, chaque personne est une histoire particulière. Certaines ont déjà trouvé du travail, toutes, bien sûr, sont logées. En fait, l'accueil, le principe, c'est que l'accueil se fasse dans les communautés, dans les paroisses, à un niveau... je dirais humain au niveau des quartiers, et puis pas seulement à Rome, mais dans toute l'Italie. Et ce sera le même modèle en France. Nous allons nous appuyer sur nos réseaux, Sant'Egidio, les réseaux de l'Église catholique et du Secours catholique, et les réseaux et les communautés, les collectifs protestants et de l'entraide protestante. Beaucoup sont déjà prêts, hein, on le sait, beaucoup souhaitent accueillir, depuis notamment l'appel de Pape François. Beaucoup se sont mis en mouvement et donc on va offrir cette occasion de vivre concrètement la miséricorde. Merci beaucoup Vincent Picard d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag à la source. Excellente soirée sur KTO, à jeudi.